Dans cette vidéo, on va analyser 10 entreprises de ma watchlist que je suis prêt potentiellement à acheter pour 2026 et donc je vais vous donner mon avis personnel ainsi que mes prix cibles auxquels je suis prêt à acheter les actions et évidemment leur classification. Donc on commence directement avec ResMed. Donc ResMed, la première entreprise qui, comme vous pouvez le voir sur 5 ans, eh bien, a fait plus 15%, ce qui est quand même assez faible. On est sur une entreprise qui a pas mal stagné. Si on regarde sur le maximum d'années, par contre, hein, voilà, on est quand même sur une boîte qui a largement surperformé les indices. Donc ça, très intéressant du côté de ResMed. Au niveau de la qualité du business, on est sur une entreprise qui fournit des dispositifs médicaux qui sont connectés au cloud pour tout ce qui est l'apnée du sommeil, la bronchopneumopathie chronique et d'autres affections respiratoires. Donc en règle générale, en fait, c'est une entreprise du secteur de la santé, donc un petit peu différent de la tech, ce qui potentiellement peut être intéressant. Au niveau de la qualité et des chiffres quantitatifs surtout du business, on est sur une croissance du chiffre d'affaires qui est au-dessus de 10%, donc un critère validé, une croissance du free cash flow qui est au-dessus de 12% et qui en plus de ça eh bien, est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, ce qui signifie une amélioration des marges de free cash flow, comme on le voit ici, mais on en reparlera par la suite. Et on a enfin une croissance du free cash flow par action qui est également supérieure à 12% et qui cependant eh bien, est inférieure sur 10 et 5 ans à la croissance du free cash flow, ce qui signifie qu'on a eh bien, des émissions d'actions sur 5 et 10 ans et c'est effectivement le cas, on en reparlera également ensuite. Au niveau de la marge de l'entreprise, elle a une marge brute qui est au-dessus de 40%, hein, très largement, on est plutôt à 60%. On a une marge opérationnelle à 33% qui est supérieure à 20% sur 5 et 10 ans, et une marge nette qui est supérieure à 15% sur 5 et 10 ans, et même actuellement on est à plus de 27% de marge nette, donc une très grosse marge de l'entreprise, une très bonne profitabilité. Enfin, pour terminer les marges, on a également la marge du free cash flow qui est supérieure à 15% et qui en plus est en constante augmentation. Comme on a pu le voir par rapport au chiffre d'affaires, le free cash flow augmente beaucoup plus vite. Ensuite, le retour sur investissement, mais cette fois-ci en prenant le cash, donc le retour sur investissement du cash. On est au-dessus de 15%, on est même plutôt aux alentours des 25, 25, 26, 27. Donc un critère qui est totalement validé et ça se comprend. Pour ce qui est des rachats d'actions, alors on a peu de rachats d'actions, on a même de l'émission d'actions sur 10 et 5 ans, hein. On est à 0,3% d'émission d'actions par an sur 10 ans et 0,1 sur 5 ans, donc quand même un ralentissement, ce qui est plutôt intéressant pour nous. Et on voit même que ces dernières années, ou en tout cas en 2025, on a eu du coup des rachats d'actions. Donc ça c'est plutôt intéressant. On va quand même regarder si c'est plutôt une norme qui se crée, hein. Donc comme vous pouvez le voir, là on est sur les rachats d'actions sur 20 ans de l'entreprise. On a eu une entreprise qui a fait beaucoup de moitié de rachat, moitié d'émissions, etc. Et qui depuis 2015 a continué d'émettre des actions de plus en plus jusqu'à peu près en 2023. Et depuis 2023, on a effectivement des rachats d'actions. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Ça va nous permettre eh bien, de ne pas être dilué par les autres salariés, par exemple, ou investisseurs. Donc une entreprise de très bonne qualité qui a certains petits défauts dans le passé, mais qui au final ont l'air d'être plutôt corrigés. On a une croissance qui n'est pas si élevée que ça, et donc du coup, on va pouvoir essayer de prendre ces données-là pour s'intéresser à la valorisation. Donc si on regarde ResMed, on va regarder tout ce qui est du coup les actions en circulation. On est actuellement à 146 182 000, donc 146 182 000, hop. On a ensuite un cash qui va s'élever aux alentours des le cash à l'heure actuelle, on est à 1,384 milliards, donc c'est tout bon, c'est déjà bien rentré. Et la dette, on est actuellement à 668 560, donc 668 560. Hop. Et enfin, on termine par le free cash flow. Le free cash flow qui est quand même assez élevé hein, par rapport au chiffre d'affaires. C'est normal, on a vu qu'il y avait des bonnes marges et on est à 1,757 milliard. 1,757 milliard, c'est tout bon. Donc, au niveau du prix actuel, si on estime que le price to free cash flow réaugmente très légèrement, donc passe à 22, sachant qu'actuellement on était plutôt comme on l'a vu aux alentours des 21, donc une très légère augmentation de la valorisation, il nous faudrait une croissance du free cash flow de 10%. Or, comme on l'a vu, 10%, on est plutôt aux alentours des 17-18 ces dernières années. Par contre, on a quand même une diminution justement du chiffre d'affaires. Donc, attention à ça. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte actuellement? Je pense qu'il faudrait partir du principe que la croissance de ResMed va pouvoir potentiellement diminuer, plutôt aux alentours des 8-9%, et qu'à côté de ça, on pourrait continuer d'avoir une marge assez correcte, mais surtout des rachats d'actions. On va dire que 10 ou 11% de croissance du free cash flow, ça me paraît pas être complètement aberrant, mais on pourrait, allez, imaginons se mettre 9% de croissance du free cash flow pour être vraiment conservateur, et potentiellement, alors un price to free cash flow, on a vu que là 20 c'est assez faible, on pourrait mettre peut-être aller 23 pour vraiment être dans les médianes historiques.
ce qui ferait que je serais plutôt prêt à acheter du ResMed aux alentours des 246 $. Voilà. Alors 247, on peut, imaginons, se dire que si on garde le 22 fois le prix cash flow, on serait à 240 $. Est-ce que les 240 $, on les a atteints récemment? Oui, on était en toute fin d'année, donc tout début de l'année 2026, fin 2025, on était à 241 $. Donc potentiellement une entreprise qui pourrait être effectivement de bonne qualité, qui en plus de ça a l'air d'être pas trop surévaluée. Donc ça pourrait être intéressant. Je pense que ResMed, je vais le mettre plutôt en A tiers ou S tiers pour cette année. En fait, tout dépendra de si l'action continue à descendre un petit peu ou si elle repart vite à la hausse. Si elle repart à la hausse, on pourrait dire que c'est du A tiers parce qu'on pourrait quand même avoir une bonne performance. Par contre, si elle rechute un petit peu, ça pourrait être du S tiers. Donc pour l'instant, je vais quand même mettre du A tiers pour être sûr. Avant de passer à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si une de ces entreprises fait partie de votre portefeuille ou de votre watchlist et qu'est-ce que vous allez en faire pour 2026. On passe ensuite à Zoetis. Zoetis qui du coup est comme ResMed une entreprise donc, du secteur plutôt de la santé qui s'occupe plutôt des animaux domestiques. Donc c'est un secteur qui est assez intéressant, voilà, donc produit des médicaments vétérinaires et des vaccins pour les animaux évidemment. Donc voilà, toute une partie bétail, mais également une partie animaux de compagnie. Les animaux, la plupart des gens adorent ça, donc ça m'étonnerait selon ma thèse que on ait une entreprise qui ait du mal à faire de la croissance encore. Et on a surtout depuis 2021 une très grosse chute de l'action, plus de 50%. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Au niveau de Zoetis, on est sur une entreprise qui, en termes de fondamentaux, a une croissance du chiffre d'affaires qui est quand même assez faible. Alors, elle n'est pas validée parce qu'elle est inférieure à 10%, mais elle reste quand même assez intéressante. Il n'y a pas trop de cyclicité dans ce business. On est plutôt aux alentours des 8% de croissance en règle générale, avec plutôt une accélération de cette croissance. Donc ça, c'est plutôt intéressant à prendre en compte. Par contre, au niveau de la croissance du free cash flow, tout comme ResMed, on a une très grosse croissance du free cash flow bien supérieure au chiffre d'affaires. Donc ça signifie, comme on le voit ici également, des marges du free cash flow en amélioration. Et enfin, on a une croissance du free cash flow par action qui est plus rapide que la croissance du free cash flow, donc des rachats d'actions, et effectivement, c'est un critère qui est validé. Le reste des critères, je vous laisse les regarder, mais ils sont également tous validés. Une marge brute supérieure à 60%, 70 même une marge opérationnelle au-dessus de 35, marge nette au-dessus de 27, marge de free cash flow au-dessus de 24, donc des marges extrêmement importantes. On a des retours sur investissement du cash très élevés, on a également des SBC qui sont en diminution, des CAPEX en diminution par rapport à l'operating cash flow, une dette nette qui est inexistante, on a plus de cash que de dette, et une croissance par contre de l'action qui, sur 10 ans est intéressante, même si je pense qu'elle potentiellement égalise, on va dire, le S&P 500, elle ne doit pas largement le surperformer, et qui sur 5 et 1 an, comme on a pu le voir sur le cours de l'action, est très largement négative, moins 24% sur 5 ans, c'est pas exceptionnel. Donc en prenant ces critères-là, on va se regarder ce que donne du coup l'entreprise en termes de price to free cash flow, on est à 25. 25 encore actuellement, sachant qu'en 2021, depuis on a perdu donc 50%, on était au 23 décembre 2021. Alors 23 décembre 2021, tac, on était à 62 de price to free cash flow. Donc en effet, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de décroissance de l'action. C'est tout simplement parce qu'en 2021, on était sur une action qui était ultra chère, ultra surévaluée. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de prendre ce genre d'entreprise-là. Moi, personnellement, je me fixe une limite à 30 fois le free cash flow. Donc 62 fois le free cash flow, ça me paraît quand même ultra élevé. Je ne suis pas forcément fan de acheter une action aussi chère. Et comme on peut le voir, ça m'aurait pas réussi sur du long terme pour l'instant. Donc voilà, à l'heure actuelle, Zoetis à 25 fois le free cash flow, c'est déjà plus raisonnable. Donc on va également valoriser l'entreprise. Alors, si on reprend donc le nombre d'actions à 442 millions, on serait donc plutôt sur 442 900 millions, donc ça c'est tout bon, ok. Au niveau du cash de l'entreprise, tac, le cash, on est sur 2 milliards 80 millions, donc c'est tout bon. Et la dette 7 milliards, alors il y a beaucoup de dettes pour l'entreprise, 7 milliards 69 millions, donc c'est tout bon. Les critères sont bien rentrés. Au niveau de du free cash flow, on va prendre le free cash flow le plus récent qui est à 2 milliards 240 millions, donc c'est tout bon également. Et donc si on se dit que on a actuellement un price to free cash flow à 25, si je ne me trompe pas, ouais, c'est bien ça, donc 25. 25, ça me paraît un peu beaucoup. Certes, c'est une entreprise de qualité, mais c'est une entreprise qui a quand même une croissance assez faible, donc 23 me paraît quand même plus intéressant.
Et au niveau de la croissance eh bien, du free cash flow, on peut se dire que le chiffre d'affaires peut continuer d'augmenter à peu près 7-8%, que sur ces 7-8%, on va avoir à peu près 1 ou 2% de rachat d'actions, donc ça pourrait mettre peut-être 9 ou 10% maximum, et peut-être une très légère amélioration des marges, ce qui pourrait dire, allez, on va dire 9,5, 10,5. Donc on va se dire que Zoetis, la valorisation pourrait être, allez, 10% pour être vraiment un peu moins conservateur, ce qui donnerait un prix d'achat optimal à peu près aux alentours des 100 dollars. Donc 100 dollars, on est quand même très haut, hein, 23% au-dessus. Donc Zoetis, est-ce qu'on a déjà atteint les 100 dollars? Non, on a déjà atteint les 118. Mais voilà, j'avais fait une vidéo sur Zoetis il y a quelques semaines, quelques mois. On était plutôt aux alentours des 120 dollars et j'avais donné à peu près le même point de vue. C'est que pour moi, Zoetis aujourd'hui, c'est à peu près du 100 dollars pour l'acheter, selon moi. Donc, si on part de ce principe-là, Zoetis, c'est pas une action qui est aussi sous-évaluée que ResMed. Je dirais que ResMed est plutôt à un juste prix. Zoetis, on est encore un peu cher. Donc, je serais prêt à la mettre plutôt en B. Et disons qu'elle n'est pas non plus si chère que ça. Donc, B, ça me paraît quand même relativement correct. Elle est de moins bonne qualité que ResMed, en tout cas au niveau de la croissance et des marges, etc. Et par contre, on a une entreprise qui, même si elle a moins de croissance, elle a une meilleure profitabilité, elle a de meilleurs retours sur investissement, etc. Mais elle est encore un peu plus chère. Donc voilà, pour moi, ce serait plutôt du B. Microsoft ensuite. Donc Microsoft qui est une entreprise que tout le monde connaît, qui a une croissance du chiffre d'affaires qui est exceptionnelle, qui est en augmentation, qui a une croissance du free cash flow qui est relativement intéressante, hein, 11,7, 9,6, moins 3,3% par contre sur un an, hein, ça c'est à cause des capex, de l'IA, ça on connaît, on va dire la thèse derrière ça. Et au niveau de la croissance du free cash flow, eh bien, par action, là aussi, on a quand même des croissances qui sont relativement intéressantes. Pour moi, ça reste quand même des critères qui sont validés. Faudrait, je pense, prendre les chiffres également de l'année 2025, parce que là, les chiffres doivent dater de 2024. Faudrait que je les réactualise. Mais je pense qu'on est sur une entreprise qui est évidemment de très bonne qualité, vous vous en doutez. Au niveau de la marge, eh bien, comme pour Zoetis et RedMed, on a plus de 60% de marge brute, plus de 40% de marge opérationnelle, plus de 30 et plus de 20% de marge de free cash flow. Donc des chiffres exceptionnels. Pareil pour les retours sur investissement, des rachats d'actions qui sont quand même en diminution. Donc attention à ce qu'on n'ait pas de l'émission d'actions bientôt, ça pourrait être un problème selon moi, et notamment plutôt un red flag. À côté de ça, on a des SBC par rapport au free cash flow qui sont en augmentation et des capex en augmentation également. Donc en règle générale, on a selon moi plutôt une diminution de la qualité du business de Microsoft, même si ça reste un business exceptionnel qui, eh bien, à l'heure actuelle, Microsoft, si on se tape MSFT, on est à 3 milliards 560 millions de valorisation, hein, de capitalisation boursière. Depuis le plus haut, on est à peu près moins 8%. Et comme on peut voir sur 5 ans, on est vraiment sur une explosion exponentielle de l'entreprise. Donc voilà, Microsoft, ça reste quand même de la très 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 bonne qualité. Par contre, et c'est là que va être le plus gros problème, ça va être au niveau de la valorisation. La valorisation qui est à 46 fois le price to free cash flow. Donc, selon moi, bien trop surévalué. Comme je vous l'ai dit, je ne serais pas prêt à acheter au-dessus de 30. Or, 30, ça fait depuis 2023 qu'on ne les a pas touchés, hein. On voit que voilà, c'était le plus bas de 2022, c'était à 30 fois le free cash flow, 28 à peu près. Mais auparavant, on voit qu'on était quand même bien plus faible. Donc, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une diminution de la valorisation sur Microsoft? J'estime que si, c'est possible. Donc voilà, on va quand même calculer la valorisation de l'entreprise. Donc si on prend le nombre d'actions de Microsoft déjà, on tomberait sur des actions en circulation à 7 milliards 433 millions. Donc 7 milliards 433 millions, ça c'est tout bon. Au niveau du cash, des cash qui sont toujours exceptionnels, hein, on est à 94 milliards de cash. Est-ce qu'on est toujours à autant de cash que ça? Non, on est à 102 0,12, donc 102 0,12 de cash. Hop, donc on a plus de cash, une augmentation du cash malgré les forts investissements en capex, donc ça reste quand même intéressant. C'est à prendre en compte quand même. Total dette, par contre, on est à 97 642. Donc là, on a une grosse augmentation de la dette de l'entreprise. Donc l'entreprise qui s'endette, mais qui réussit quand même à générer du cash. Donc elle n'utilise pas son cash pour ne pas s'endetter. C'est une stratégie qui est surprenante, mais qui potentiellement pourrait fonctionner à long terme. Donc ça ne me surprend pas. Et ensuite, pour le free cash flow, 78 milliards 0,17. On est bien à 78 milliards 0,17. Ok. Pour faire le prix actuel à 479 dollars, sachant que moi je suis prêt à mettre 30 de price to free cash flow maximum, donc je ne serai pas prêt à augmenter ce chiffre-là. Il faudrait du coup diminuer la croissance du free cash flow et ça signifierait à peu près
allez, on va dire 18,2. Voilà, c'est ça, 18,3% de croissance du free cash flow, sachant que à long terme, on est plutôt aux alentours des 12%. On a même, je dirais, une diminution du free cash flow à cause des investissements CAPEX. Donc 18%, ça me paraît quand même extrêmement élevé. J'ai beaucoup de mal à partir du principe que, vu qu'il y a de plus en plus de CAPEX et qu'on a des entreprises qui font de plus en plus de cash, quelle croissance du free cash flow on peut leur donner réellement. Voilà, on pourrait très bien en fait être aux alentours des 25, enfin des 25, pas des 28, des 25, et en même temps on pourrait très bien être aux alentours des 10%. Je vais personnellement prendre une croissance un peu plus faible que le marché, donc le marché estime 18,3, moi je partirais plutôt sur aller du 14-16%, donc on va dire 15% pour être gentil. Et là, ça nous donnerait un prix d'achat aux alentours des 384 dollars pendant les tarifs de Trump. Donc là, on aurait fait plus 33%. On aurait acheté du Microsoft en avril 2025 pendant les tarifs de Trump. On aurait potentiellement un prix juste sur l'entreprise. Donc voilà, on est surévalué tout de même, hein, ça c'est à prendre en compte, on a une surévaluation de 20%, mais par contre on a quand même une entreprise de très bonne qualité. Donc voilà, je dirais que Microsoft pour moi c'est du même niveau que Zoetis. Pourquoi? Parce que Zoetis on est quand même moins cher et on a quand même un très beau business. Microsoft on a un business qui est magnifique mais qui diminue un petit peu en termes de qualité et qui est quand même très cher. Donc je la mettrai pas en C parce que pour moi Microsoft c'est pas de la poubelle, hein. Voilà, ça reste quand même intéressant à l'heure actuelle, mais c'est beaucoup trop cher, donc je la mettrai en C. Pour ce qui est de Meta, donc Meta, qu'est-ce que ça nous donne? Aujourd'hui, on a des fondamentaux qui sont de très bonne qualité, hein, comme vous pouvez voir, une croissance du chiffre d'affaires qui est largement supérieure à 10%, une croissance du free cash flow également très importante, très intéressante, par contre qui, comme on peut le voir au niveau des marges, est en diminution, hein, la profitabilité de l'entreprise est en diminution, et on a une croissance du free cash flow par action qui, lui, est plus importante que le free cash flow, donc des rachats d'actions, et effectivement, c'est bien le cas. Au niveau de la marge, on a des marges encore plus importantes que Microsoft. 80% de marge brute, 44% de marge opérationnelle, 42% de marge nette et quasiment 23% de marge de free cash flow. Au niveau de la marge de free cash flow, on était plus élevé auparavant, donc diminution, mais ça se comprend encore une fois par le principe des capex, etc. À noter cependant qu'on a quand même, malgré les capex, une augmentation du free cash flow. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Attention au retour sur investissement du cash qui est pas si élevé que ça sur 5 et 10 ans. On est aux alentours des 10 et 16%. Par contre, actuellement, voilà, on est plutôt aux alentours des 20%. Donc ça, c'est largement validé tout de même. Mais attention à ne pas redescendre aux alentours des 15%. Voilà, moi, je veux plus de 15%. Donc si on descend à 14-16, tu vois, ça pourrait être quand même assez faible. Les rachats d'actions, c'est tout bon comme on l'a dit. Les SBC sont assez neutres, on va dire aux alentours des 30% du free cash flow. Ça va, c'est honnêtement ok. Tant que ça n'explose pas à la hausse pour atteindre 40 ou 50% du free cash flow, ça ne me dérange pas. Par contre, au niveau des capex par rapport à l'operating cash flow, on voit que depuis 5 ans, ils sont quand même assez élevés, hein, plus de 40% de l'operating cash flow. Mais j'ai envie de dire que c'est pas un critère red flag parce qu'à côté de ça, on a quand même une très belle croissance du free cash flow. Donc ça me paraît quand même ok. Au niveau de la dette nette, on n'en a pas ou extrêmement peu, hein, sur les dernières années et on a une performance sur 10 ans qui est absolument magnifique. Si on regarde Meta, à l'heure actuelle, à part en 2022 où on avait vraiment craché de plus de 75%, bah en vrai de vrai, depuis on a fait 619% et en vrai c'est une ligne droite, hein. C'est une très très belle ligne droite. Donc à voir ce que donne Meta au niveau de sa valorisation. Déjà au niveau de ses actions en circulation, on est à 2,517 milliards. Donc 2,517 milliards, hop, on va inscrire ça. Ensuite, le cash, 44 milliards. Est-ce qu'on est encore à 44 milliards de cash? Je le fais en direct, hein, je trouve que c'est quand même plus intéressant que de le faire de mon côté tout seul. Au moins, vous voyez comment je m'en sors. Cash, on est à 44 448, donc c'est tout bon, hein, on a déjà rentré ça. La dette, 28 834, on est bien à 28 834. Et le free cash flow, on était à 44 841 et on est à 44 841. Donc les bonnes données sont entrées, effectivement. Et du coup, alors le price to free cash flow de l'entreprise, on est plutôt aux alentours des 37,46. Alors c'est un petit peu inférieur que Microsoft, hein, tout de même, donc ça c'est à noter. Par contre, comme on peut le voir, on aurait pu acheter il y a encore très peu de temps Meta à des valorisations bien inférieures, hein. On aurait pu par exemple en mai 2024, donc à peu près en milieu 2024 de l'année dernière, acheter l'action à peu près à 23 ou 24 fois le free cash flow, ce qui aurait été quand même largement raisonnable. On aurait pu évidemment l'acheter en 2022 à 10 fois le free cash flow, mais là c'était assez extraordinaire, hein. On a vraiment eu un drawdown de l'entreprise qui a perdu énormément de sa valorisation.
Et par contre, actuellement, on voit que sur les 10 dernières années, hein, on est quasiment au plus haut, hein, avec 42 en octobre, et depuis, on a une petite diminution, et ça correspond effectivement à ce qu'on a ici, c'est-à-dire la petite diminution entre 790 et les moins 17% pour arriver à 653 dollars. Donc, à l'heure actuelle, si on se dit que le price to free cash flow de Meta, on a pu l'avoir, on a vu aux alentours des 24. On peut se dire peut-être que Meta, ça vaudrait, au vu de la qualité du business, quand même, ça pourrait valoir du 26. Et du coup, on aurait un prix actuel à 653 dollars. Donc, il faudrait augmenter peut-être à 17%. Ouais, c'est ça, à peu près 17%. Donc, on va mettre, allez, 16,7 peut-être. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ce serait à peu près 16,7 de croissance du free cash flow pour arriver à un prix actuel de 650 dollars. Donc, si on regarde au niveau des fondamentaux, c'est une croissance du free cash flow qu'on a déjà eu auparavant, donc qui est complètement faisable, hein. Donc, ça paraît tout de suite moins surévalué en réalité que Microsoft. Si on l'avait acheté, par exemple, aux alentours des, on va dire, 600, 590, voire même auparavant, comme je le disais en avril, aux alentours des 480, 500 dollars, là, on aurait fait une très belle performance, je pense, à long terme. Aujourd'hui, on est peut-être encore un tout petit peu cher, mais pour une entreprise de très bonne qualité. Voilà. Donc, personnellement, je serais prêt à investir sur Meta, on va dire plutôt aux alentours des allez, 14% de croissance, donc plutôt aux alentours des, on va dire 550, 600 dollars, donc un petit peu plus faible. Disons que je m'intéresserais à du Meta si on était en dessous des 600. Voilà, donc 15% de free cash flow, on va mettre peut-être les 15,5 pour être gentil, voilà. On pourrait arriver sur ces croissances-là. On n'aurait pas beaucoup de marge de sécurité, mais on serait déjà un petit peu plus intéressant. Et comme on peut le voir, on les a atteints il y a très peu de temps. On était à 590 en fin d'année 2025. Donc voilà, pour moi, Meta, c'est au-dessus de Microsoft. C'est au-dessus de Zoetis parce que selon moi, on pourrait faire une meilleure performance. Et donc du coup, je dirais que Meta, ça irait avec ResMed. Voilà, c'est peut-être une action qui, si elle perd quelques pourcentages, eh bien que je pourrais acheter en 2026, tout comme ResMed. ResMed, c'est pareil, si on perd 5, 10, 15%, je pourrais racheter du ResMed. Ensuite, LVMH, donc LVMH qui sera la seule action de ce PEA. Donc LVMH qui, évidemment, action française, donc un peu de moins bonne qualité, mais ça reste quand même, on va dire, l'ETF luxe par excellence, donc ça c'est quand même très intéressant. On a une croissance du chiffre d'affaires qui est inférieure à 10%, donc c'est pas validé. Par contre, bon bah voilà, on est à 8%, on a une augmentation sur 5 ans par rapport à il y a 10 ans. Par contre, une difficulté actuelle, hein, depuis 2024-2023 à peu près, où on a un petit peu de mal à générer de la croissance. Donc c'est un critère qui n'est pas validé, mais c'est pas un red flag non plus, on a quand même une croissance qui est importante. Par contre, la croissance du free cash flow, elle, est très intéressante, hein, 18,5% sur 10 ans, 9,4% sur 5 ans, c'est un petit peu plus faible, mais voilà, on a quand même une augmentation. Donc voilà, vous commencez à le comprendre, des marges de free cash flow qui sont en augmentation, hein, au vu du free cash flow qui est plus rapide que la croissance du chiffre d'affaires. Et au niveau de la croissance du free cash flow par action, on est très légèrement plus rapide que eh bien, la croissance du free cash flow, et ça s'explique par de très légers rachats d'actions, mais c'est quand même des critères qui sont positifs. Au niveau des marges de l'entreprise, marge brute c'est tout bon, marge opérationnelle on est au-dessus de 20%, donc ça c'est très bien. La marge nette on est en dessous pardon, de 15%. Par contre, on est très 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 proche, et dans le passé, on a eu des marges qui étaient supérieures. Donc, à voir si effectivement l'entreprise réussit à continuer d'améliorer sa profitabilité, parce que là, effectivement, on a plutôt une diminution de la profitabilité nette, mais je me dis que c'est quand même faisable, que actuellement 15% de marge nette, alors qu'on est plutôt sur des difficultés pour LVMH, c'est quand même très très bon. Donc voilà, tant que la marge du free cash flow est au-dessus de 15%, moi ça me va. Disons que la marge nette, c'est pas un red flag. Les retours sur investissement du cash sont très très bons. On n'a pas de SBC, donc ça c'est très bien. On n'a pas de capex non plus, et on a une dette nette qui est inférieure, donc on a plus de cash que eh bien de dette, donc très intéressant, et une performance sur 10 ans qui est quand même assez intéressante. Si on regarde LVMH, qu'est-ce que ça donne sur eh bien, du long terme? Donc déjà cette fois-ci on parlera en euros. C'est une entreprise qui est disponible évidemment dans le PEA, et comme on peut le voir, on a quand même pris 45% depuis les 449 euros en juin 2025. Par contre, on avait perdu depuis 27 et 50%. Donc on va regarder ça au niveau de la valorisation, mais j'imagine que l'entreprise devait être très largement surévaluée auparavant. Et donc voilà, hein, effectivement, on a un price free cash flow de 42 quasiment en 2023. L'entreprise qui faisait que monter au ciel, et depuis on a largement corrigé pour atteindre eh bien, plutôt les 15-16 de free cash flow. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Moi je préfère acheter du LVMH à 16 fois le price to free cash flow
plutôt que à 49 en 2020 ou à 42 en 2023. Et comme on peut le voir, à chaque fois qu'on a explosé, on est toujours redescendu, 17, 16. Mais voilà, après LVMH, ça reste une entreprise du luxe, donc une entreprise qui sera évaluée un petit peu plus cher que certaines autres entreprises. Même si en réalité le business n'est pas si qualitatif que ça reste une très belle entreprise. Mais voilà, on va essayer d'actualiser tout ça. Donc si on regarde LVMH actuellement, on est sur un prix de 652 euros. Donc ça c'est tout bon. Là on est en dollars mais c'est bien en euros. Et donc le prix d'achat que je veux, on va regarder ça tout de suite. Au niveau des actions en circulation de l'entreprise, on est à 500 056. 586, donc ça c'est tout bon. Le cash de l'entreprise, on est à 15 milliards 719 millions. Est-ce qu'on est bien là-dessus? Non, on est à 14 349. Donc 14 349, et c'est des milliards, c'est pas des millions, pardon. Ensuite, la total debt, on est à 45 563, donc on a diminué un petit peu sa dette, donc on a l'air d'avoir une certaine amélioration de l'entreprise, plus de cash, moins de dette, et par contre une dette qui est quand même assez élevée. Et ensuite, les free cash flow. Alors, qu'est-ce que donne la croissance des free cash flow? On est quand même sur une belle augmentation. Et aujourd'hui, ça vaut 16 milliards 748 millions. Donc, 16 milliards 748 millions. Hop, donc c'est tout bon. On aurait un prix d'achat actuel avec ces hypothèses à 610 dollars. Enfin, 610 euros, pardon. Ça me paraît un peu trop cher du coup. La croissance du free cash flow, qu'est-ce qu'elle pourrait donner? On était plutôt aux alentours des 9% de croissance du free cash flow sur les dernières années. Je pense que 9 ou 9,5, je vais mettre 9 pour être gentil. Et je vais augmenter la price to free cash flow de 23. Si on regarde 23, ça me paraît être au niveau des métriques passées, un price to free cash flow qui est quand même assez correct. On a souvent été en dessous, aux alentours des 20, mais on est quand même pas mal souvent au-dessus aussi. Donc 23, ça me paraît quand même relativement correct, surtout si on a un marché du luxe qui est un petit peu optimiste. Donc voilà, ça me paraît ok. Et la croissance du free cash flow à 9%, ce qui signifierait une action achetable à peu près aux alentours des 600 euros. Donc effectivement, LVMH à 450 euros, ça pouvait représenter une très belle opportunité. C'est pour ça qu'elle est dans ma watchlist. Je pense que ça peut être une action de très bonne qualité. Si on regarde les hypothèses qui étaient à prendre en compte pour acheter à 450, on va regarder ça, on va peut-être mettre 20 fois le price to free cash flow et on va mettre 7% de croissance du free cash flow peut-être. 482, là c'était 450. Donc c'était peut-être même 6,5% de croissance du free cash flow et 18%. Allez, 19 de free cash flow. Ouais, c'est ça. Donc, si on avait acheté du LVMH en juin 2025, on aurait eu ces hypothèses-là, donc 19 de price to free cash flow et 6,5 de croissance du free cash flow, ce qui est très honnêtement ok. Franchement, c'est très intéressant. Donc, au vu de la qualité de l'entreprise et du fait que, si on retourne un petit peu en arrière, on voit que l'entreprise n'est pas si surévaluée que ça. On voit qu'on est seulement à 5-10% de surévaluation. Je dirais que LVMH peut aller avec ResMed et Meta. Clairement, si on a de nouveau une baisse de l'action, je pense que très vite, on pourrait acheter du LVMH, tout comme on pourrait le faire avec ResMed et Meta en effet. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout pas rater la partie 2 dans laquelle on va classer également Google, Apple, Arista, Nvidia, Applied Materials et Fortinet. N'oubliez pas de liker, de commenter si une de ces actions fait partie de votre portefeuille et ce que vous allez en faire en 2026. C'était Antoine, ciao.